C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnard. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est l'info. Que d'actualité cette semaine a commencé par l'ouragan Irma, le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique. Irma, qui a frappé mercredi 6 septembre les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, s'affirme comme l'ouragan le plus puissant enregistré dans les Antilles. De mémoire de météorologues, il se classe parmi les pires cyclones tropicaux, presque au niveau du terrible typhon Haiyan dans le Pacifique, qui avait dévasté les Philippines en 2013. Bienvenue dans C'est l'info, émission numéro 2. Tout de suite, c'est le sommaire. Et à la une cette semaine dans C'est l'info, la Corée du Nord. Pourquoi la Corée du Nord mise-t-elle tant sur son programme nucléaire? Toutes les explications avec Dorian Malovic. Il est notre invité, mais il est également le chef du service Asie du journal La Croix. Ici Londres, avec Alexander Seal, nous parlerons de Kate et William qui attendent un troisième Royal Baby. Et puis cette semaine, nous avons pu interviewer Tony Estanguet, avec qui nous avons parlé JO 2024. Dans C'est l'info, vous retrouvez également vos chroniques habituelles, Controverses avec Mickey Monstre, Un œil sur les médias, IT News et Fondamentalement Sport avec Raphaël Redon. C'est l'info, émission numéro 2, c'est parti, soyez les bienvenus. C'est l'info, l'invité de la semaine. La crise entre la Corée du Nord et la communauté internationale s'intensifie. Depuis plusieurs mois, son dirigeant Kim Jong-un manie le chantage nucléaire et nargue ouvertement les États-Unis, ces derniers répliquant par une pression accrue. Énième regain de tension autour des ambitions militaires de Pyongyang, la Corée du Nord s'est attirée de vives condamnations de la communauté internationale en revendiquant dimanche 3 septembre l'essai nucléaire réussi d'une bombe à hydrogène. Avec ce 6e essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, la Corée du Nord, tenue d'une main de fer par son dictateur Kim Jong-un, présente un nouveau défi pour Washington, comme pour la Chine, son principal allié. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Dorian Malovic, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste chef du service Asie au quotidien La Croix et vous publiez en 2016 La Corée du Nord en 100 questions avec Juliette Morillo aux éditions Talendier. C'est un petit peu le livre qui vous permet de tout comprendre sur la Corée du Nord. Alors Dorian, ce 6e essai nucléaire nord-coréen est-il une provocation ou une nécessité technologique ? Alors, on a des perceptions différentes en fonction de qui on est et où on est. Pour la communauté internationale, États-Unis en tête, Corée du Sud, Japon, c'est une provocation supplémentaire après 10 ans de sanctions de l'ONU visant à empêcher la Corée du Nord de maîtriser l'atome. La Corée du Nord poursuit son programme et évidemment a procéder à un 6e essai, mais d'une puissance jamais atteinte jusque-là par la Corée du Nord. Et là, l'inquiétude augmente puisque la prise de conscience internationale qui déjà a été un peu silencieuse et sous-tendue, maintenant, ça éclate au grand jour. La Corée du Nord est une puissance nucléaire et en dépit de toutes les sanctions depuis 10 ans, on ne sait pas et on n'arrive pas à l'arrêter, à la maîtriser, à geler ses programmes nucléaires et de missiles. Et c'est vrai que même la Chine ou la Russie, qui seraient beaucoup plus proches du régime nord-coréen, s'inquiètent et sont un peu ennuyés par ce processus nucléaire et en même temps, les intérêts chinois ou russes vis-à-vis de la Corée du Nord les poussent à ne pas aller au-delà d'une certaine limite dans le vote de nouvelles sanctions, ce qui semblerait être le cas dans les jours qui viennent. C'est l'intérêt de la Chine, c'est de ne pas voir le régime nord-coréen s'effondrer parce que la Corée du Nord joue un rôle d'État tampon entre la Corée du Sud et donc indirectement les forces armées américaines. Si la réunification de la péninsule devait arriver sous la direction de Séoul et des Américains, vous auriez 30 000 Américains à la frontière chinoise.
Et la Chine ne tient absolument pas à avoir une présence militaire américaine avec tout ce que ça consiste de porte-avions, avions, radars et missiles à sa frontière. Donc l'enjeu aujourd'hui est maintenant de changer un petit peu de braquet, c'est-à-dire que on voit bien qu'il est compliqué d'arrêter le processus. La Corée du Nord a la bombe nucléaire, il va falloir la considérer comme telle. Ça, c'est le changement de logiciel de la communauté internationale, va être compliqué à opérer dans les esprits. La dissuasion nucléaire, la Corée du Nord l'a maintenant. Elle se dit qu'avec cette puissance nucléaire, les États-Unis qui sont au Corée du Sud et au Japon n'interviendront jamais sur le territoire nord-coréen. Et donc, elle a gagné d'une certaine façon une première manche en se protégeant. Maintenant, il ne faut pas écarter non plus des dérapages. Je ne dis pas que la Corée du Nord, évidemment, va provoquer une guerre, ce n'est pas du tout son objectif. Les États-Unis ne tiennent pas non plus à faire des frappes préventives ou pas préventives, c'est-à-dire envoyer des missiles sur des sites nord-coréens parce que ça déclencherait probablement une catastrophe apocalyptique dans la région avec des conséquences internationales monstres. Vous avez quand même les 5 grandes puissances mondiales qui sont concentrées dans cette région. Donc là, il va falloir trouver une solution différente, mais ça va prendre vraiment un certain temps. Et alors justement, quand Donald Trump brandit l'arme nucléaire, on est là sur du surréalisme, du surfait, puisque on semble se tourner vers une solution diplomatique. Écoutez, c'est le premier test nucléaire qu'expérimente l'administration Trump, qui s'est installée à la Maison-Blanche en janvier dernier. Ce n'est pas exagéré que de dire que la stratégie de Trump depuis le mois de janvier est d'une incohérence totale vis-à-vis du dossier nord-coréen. Il a commencé par dire qu'il était prêt à aller manger un hamburger avec Kim Jong-un, pour après dire que ce petit jeune fou là ne passait que son temps à tirer des missiles. Il a accusé la Chine de ne pas faire le travail. Il a envoyé une armada militaire au mois de mars autour de la péninsule en menaçant évidemment de déclencher une guerre. Et au mois d'août, il a encore appelé à dire ça allait être la peur, la furie, la colère contre le Nord. Personne n'y comprend plus grand-chose et cette volatilité aujourd'hui vient beaucoup plus de l'administration américaine sur laquelle on ne sait plus de quelle position elle va prendre. Heureusement qu'il y a les généraux qui sont autour de Trump, qui modèrent et qui ont un peu les pieds sur terre et qui ont mis en avant qu'une opération militaire serait catastrophique. Maintenant, on a vu les États-Unis hier à l'ONU qui ont encore appelé à des sanctions encore plus fortes contre la Corée du Nord, ce qui est très possible. On peut encore accentuer les sanctions, il y a encore de la marge. Simplement, le tout est de savoir si la Chine et la Russie seront prêtes à voter pour ces nouvelles sanctions. Il va falloir négocier. Il y a une résolution qui circule, qui a été distribuée par les Américains, mais les Chinois, même s'ils sont ennuyés et pas très contents de ce que fait son allié nord-coréen, ils sont certainement pas prêts à voter des sanctions qui vont étouffer le régime ou qui provoqueraient l'effondrement de la Corée du Nord. Il y aurait des milliers de réfugiés qui débarqueraient en Chine et il y aurait probablement une offensive sud-coréenne sur le territoire nord-coréen. Donc ce serait une instabilité totale que la Chine ne peut accepter. Alors les sanctions, justement, les premières datent de 2006, 2009, 2013, 2016 et début 2017, une sanction visant à priver le pays d'1 milliard de dollars de recettes provenant de ses exportations de fer, de charbon et de sa pêche. Ces sanctions ont-elles réellement un impact sur les ambitions nucléaires de la Corée du Nord ? Elles ont un impact minime. Je tiens à préciser que on parle de sanctions depuis 2006. Précisons que de 2006 à 2016, les sanctions consistaient à réduire les exportations militaires et d'armement de la Corée du Nord. C'était très ciblé sur le militaire et la technologie, c'est-à-dire que ça ne visait pas l'économie. Les véritables sanctions économiques visant à étouffer, le système commercial nord-coréen, c'est-à-dire l'entrée de devises étrangères en Corée du Nord pour pouvoir financer les programmes, ne datent que de l'année dernière, en 2016. Justement, vous l'avez dit, le charbon exporté en Chine interdit, les minerais de toutes sortes. Je vous rappelle que la Corée du Nord a beaucoup de métaux rares qui sont très précieux pour l'électronique aujourd'hui dans nos téléphones et autres ordinateurs. Il y a des diamants et de l'or. Donc, il y a les dernières sanctions du mois d'août
de cette année, là encore sont renforcées, notamment sur les produits de la pêche. Ça peut paraître un peu marginal à nos yeux, mais ceci dit, c'est très 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 important. Il y a beaucoup de fruits de mer qui sont exportés indirectement vers le Japon, qui achètent très cher tous ces produits, crabes, mollusques et autres. Ça paraît bête, mais ce sont des centaines de milliers de dollars. Maintenant, elles ont probablement ralenti. Elles ont pu ralentir quelque peu le processus militaire, balistique et nucléaire, mais elles ne l'ont pas stoppé. Il faut bien se rendre compte que ça fait des années que la Corée du Nord travaille sur son programme. Ils ont des ingénieurs, ils ont des techniciens, ils ont le matériel, ils ont les matières premières pour fabriquer des bombes. Et après avoir été soutenus par l'Union soviétique il y a 40 ans, par la Chine beaucoup plus récemment après la chute de l'URSS en 91, et par le réseau pakistanais nucléaire, ils ont maintenant la maîtrise du sujet. Et ils ont bien fait remarquer dimanche, lors du 6e essai, que notamment, d'abord, c'était un succès de la bombe H, et deuxièmement, que c'était une bombe qui avait été fabriquée 100% en Corée du Nord. Donc, c'est totalement une production locale, et c'est vraiment autonome. Donc, du coup, ils peuvent très bien poursuivre la production. C'est ça qu'il va falloir surveiller. Ils vont pouvoir construire en masse, en nombre, les nouveaux missiles et les nouvelles miniaturisations atomiques qui vont être posées sur les missiles. Ça, c'est le prochain défi. On se doute qu'ils ont les moyens de le faire. Et maintenant, effectivement, il va y avoir encore des tirs de missiles. Je pense qu'il y en aura d'ici quelques jours avant le 9 septembre, date de l'indépendance de la Corée du Nord. Et les techniciens et ingénieurs ont besoin de faire encore des essais pour parfaire et vraiment être beaucoup plus maîtres de cette technologie. Et alors, quand la France, comme d'ailleurs d'autres pays occidentaux, continue d'appeler à un démantèlement complet et vérifiable du programme nucléaire, n'est-ce pas irréaliste ? Alors, écoutez, ce qui moi me frappe ces derniers jours, c'est que subitement on voit arriver sur la scène la diplomatie française. On a vu Jean-Yves Le Drian qui parlait donc de sanctions beaucoup plus fortes, que la Corée du Nord était un danger. On a écouté ce matin Monsieur Raffarin qui disait que la Corée du Nord, il fallait s'en méfier. Villepin qui dit qu'il faut des sanctions. Le président Macron qui dit il faut que l'Union européenne s'unisse et apporte sa voix contre la Corée du Nord. Et en réalité, je veux dire, ils suivent un chemin tracé déjà depuis des années qui n'a pas fait d'effet, qui n'a pas montré ses effets. Donc, ce qui me semble totalement dépassé, c'est dépassé. La Corée du Nord a sa dissuasion nucléaire. On n'est plus dans le schéma. On va les arrêter. Ce que j'entends de la part de la France, c'est il va falloir les arrêter. Il faut anticiper. Il faut faire tout pour qu'ils ne l'aient pas. Alors que de toute évidence, ils l'ont. Donc, il y a un problème vraiment de logiciel diplomatique du côté français. Il va falloir qu'ils dépassent leur simple considération de prolifération et qui regardent un petit peu plus la réalité des choses. Et puis, la voix de la France, elle est très très peu audible à l'autre extrémité du globe, et la voix européenne, elle pourrait être audible, mais il faudrait un peu une unité et une crédibilité dans les propositions. Quand j'ai entendu M. Castaner au mois d'août dire qu'ils étaient prêts à jouer les bons offices entre Washington et Pyongyang, vraiment, on se dit que c'est de la petite publicité intérieure française, mais que on n'a pas besoin, enfin je veux dire les États-Unis, la Chine ou Pyongyang n'ont pas besoin de la France pour pouvoir se parler. D'ailleurs, dans les discussions à 6 qui ont commencé en 2003, qui se sont arrêtées en 2009, la France n'a jamais joué un rôle et elle est absolument inaudible. Et l'Europe, pour le moment, elle suit les déclarations communes internationales de condamnation. La France, la Grande-Bretagne votent les sanctions, mais il va falloir que on change de braquet parce que c'est absolument pas très original. Il va falloir se montrer un petit peu plus de créativité. Dorian Malovic, que penser de la nucléarisation de la Corée du Sud ? Parce que c'est vrai, ça fait quelques années que l'on en parle. Est-ce que c'est une piste ? Alors, c'est une piste. On ne peut pas dire que, il y a eu des velléités de la Corée du Sud de maîtriser la bombe, et puis ça a été arrêté par les Américains, parce qu'il n'était pas possible dans les années 70 d'accepter une Corée du Sud nucléaire. À cette époque, on était quand même encore dans une époque de guerre froide. Pour autant, l'évolution du programme nucléaire nord-coréen provoque évidemment quelques réflexions du côté des militaires et des ingénieurs sud-coréens qui commencent à dire, d'une part, c'est très récent, peut-être qu'il va falloir que les Américains installent
des missiles nucléaires en Corée du Sud sur le territoire sud-coréen. Ça, c'est une demande qui devient de plus en plus audible, et légitime de la part de la Corée du Sud, qui dit nous aussi, on veut se protéger. Il y a eu déjà des décisions il y a 2 jours pour que la construction de missiles sud-coréens, vous savez, il y a des limitations, il y a des accords avec les Américains qui limitent la portée des missiles qu'ont construit jusqu'à présent les Sud-Coréens. Ça ne peut pas dépasser 800 km. Et la Corée du Sud a demandé à ce qu'on fasse sauter ce plafond pour que les capacités de projection de ces missiles soient beaucoup plus longues. Et ça, il y a un accord de principe de Trump. Du côté japonais, évidemment, les Japonais ont la technologie nucléaire civile et il ne serait pas très compliqué pour eux de maîtriser la bombe atomique, même si, évidemment, étant le seul pays qui a subi les foudres atomiques en 1945 avec Nagasaki et Hiroshima, il y a une constitution pacifiste qui interdit au Japon d'avoir une armée offensive et la bombe nucléaire. Mais ceci dit, le déroulement et l'évolution de la situation dans la région va évidemment d'abord provoquer une course aux armements conventionnels, ce qui est en train de se faire. Le Japon et la Corée du Sud ne cessent d'acheter de nouvelles armes et de nouveaux radars aux Américains qui évidemment gagnent beaucoup d'argent. Et deuxièmement, la demande de présence de missiles nucléaires américains se fait aussi de plus en plus pressante. Alors c'est un risque très très énorme parce que dans ce cas-là, on va arriver dans une région d'Asie du Nord qui risque de devenir une véritable poudrière nucléaire après avoir été, comme elle l'est aujourd'hui, une véritable poudrière militaire conventionnelle. Et je pense que là, il faudrait pas dépasser cette ligne, si vous voulez, parce que en réaction à la Corée du Nord, il faudrait plutôt gérer la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire pour pouvoir la contrôler, pour pouvoir la faire entrer dans des conventions internationales de maîtrise du nucléaire. Mais alors si, de part et d'autre, on commence à faire une course aux armements nucléaires, la Chine ne va pas l'accepter. Et en toile de fond, il faut quand même bien se rappeler que c'est la montée de la puissance militaire chinoise depuis 20 ans et la puissance militaire pacifique de l'océan Pacifique chinoise que les Américains tentent de contenir. Alors parlons un petit peu à présent de Kim Jong-un. Comment gouverne aujourd'hui Kim Jong-un et surtout est-il seul aux manettes Alors absolument pas. Kim Jong-un est évidemment le visage du régime nord-coréen. C'est le 3e de la dynastie Kim, le plus jeune, qui a pris les rênes du pouvoir à la mort de son père Kim Jong-il en fin 2011. Et toutes les prédictions à l'époque, je m'en souviens, où on disait « il a fait ses études en Suisse, il va être plus ouvert, plus prêt à démocratiser ou à assouplir le régime ». Tout le monde s'est trompé. Il a accéléré les programmes nucléaires et il a mené une politique économique un peu sur le modèle chinois d'ouverture et de réforme. Depuis 5 ans, il y a une nouvelle stratégie qui s'appelle le Byongjin, ça veut dire la double poussée, c'est-à-dire priorité d'une part à l'armement, au nucléaire et aux missiles, et parallèlement développement économique, réforme, possibilité de lancer des réformes, et on voit que les conditions de vie des Nord-Coréens, à Pyongyang en tout cas, et dans d'autres grandes villes du pays, s'est améliorée depuis quelques années. Il n'y a plus de famine en Corée du Nord. Il y a des endroits où il y a de la malnutrition dans les campagnes. C'est sûr que c'est un pays pauvre à l'intérieur et que la vie n'est pas aussi confortable dans les campagnes, mais le mode de vie s'est amélioré. Vous avez des hommes d'affaires qui, dans le cadre, officiel et public de l'économie étatique, à l'intérieur de cela, est en train de se constituer des entités autonomes et privées qui payent des taxes à l'État pour pouvoir fonctionner. Donc ils savent faire du commerce avec la Chine, bien sûr, et des tas de produits rentrent en Corée du Nord, et c'est vrai que c'est une évolution importante. Kim Jong-un n'est évidemment pas le seul, il est à la tête du pays, mais vous avez le parti des travailleurs, l'équivalent du parti communiste chinois. C'est les décisions qui sont prises à ce niveau-là, et donc on est sur des lignes politiques d'autonomie vis-à-vis de l'extérieur, d'autonomie vis-à-vis de sa défense, et en économie, on a des améliorations. Donc évidemment, ce n'est pas le paradis, mais c'est aussi une évolution qu'avait promis Kim Jong-un en arrivant au pouvoir. Il a fait un grand discours en disant
je ne veux plus que mon peuple se serre la ceinture et meure de faim. Tout ça, c'était suite à la famine catastrophique qu'ont vécu les Nord-Coréens au milieu des années 90, qui avait fait quand même plus d'1 million de morts. Et cette famine avait été due à de mauvaises conditions climatiques, mais aussi à la chute de l'URSS en 91. Et l'aide de l'URSS ne parvenait plus à la Corée du Nord. Donc tout ce qui était système agricole, engrais, matériel ne venait plus. Donc là, ça a été une catastrophe, une conjonction que Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, a dû gérer comme il a pu, et il a dû ralentir le programme nucléaire et balistique. Mais le fils, donc, et le petit-fils de Kim Il-sung, le fondateur, a repris les rênes et aujourd'hui fait ce que probablement son père aurait bien voulu faire. Mais tout ça, c'est collectif et Kim Jong-un est la tête et le visage de la Corée du Nord. Et oui, vous parliez des famines, il ne faut pas non plus oublier que les terres agricoles nord-coréennes ne sont pas favorables à une exploitation de masse. Donc aujourd'hui, Dorian Malovic, la population nord-coréenne perçoit ce programme nucléaire de quelle manière ? Alors, pour la population nord-coréenne, autant qu'on peut le savoir, c'est une fierté nationale. C'est-à-dire qu'évidemment, dans les médias officiels, on ne publie que tous les succès des ingénieurs, les tests de missiles. On a vu que maintenant il y a des grands écrans télévisés au cœur de Pyongyang. Est-ce que vous auriez imaginé ça il y a quelques années à Pyongyang ? Non. Donc ce sont des améliorations, je dirais, technologiques. Bon, la Corée du Nord aussi a sa politique de communication extérieure pour montrer qu'elle s'améliore. Et les Nord-Coréens voient toutes ces avancées-là comme des succès pour la nation qui se défend contre l'impérialiste américains. C'est-à-dire que depuis leur plus tendre enfance, les Nord-Coréens sont, je dirais, dans une posture à apprendre qu'ils sont menacés par les Américains au lendemain de la guerre. C'est l'ennemi numéro un et que le pays consacre une grosse partie de son argent à la protection de son pays militaire, et donc à chaque fois c'est un succès. Donc la notoriété, je dirais, si on avait une opinion publique qui évidemment n'est pas comparable à nos démocraties, puisque là-bas vous n'avez pas de dissidence, pas de parti d'opposition, pas de médias autonomes, donc évidemment c'est biaisé d'emblée puisque tout le monde sera d'accord avec ce que fait le leader. Mais pour eux, il y a pas d'alternative. Ce que réussit le grand leader, c'est une fierté nationale, ça cimente l'unité nationale, et avec l'amélioration de la vie quotidienne, bon, ça écarte l'idée de ce que certains à l'étranger espèrent en disant il y a une dissidence, une opposition qui va renverser le régime. Ça, c'est très 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 improbable avec le chemin qu'a suivi Kim Jong-un depuis 5 ans. Enfin, dernière question très brève, doit-on rester optimiste face à cette situation ? Alors, c'est compliqué de dire si. Alors, c'est vrai qu'être optimiste ou pessimiste, moi je pense qu'il y a une dramatisation de la part des Américains, qu'effectivement la situation objectivement n'est pas rassurante, parce que quand même, quand vous avez une concentration d'armes dans la région aussi importante que ce qu'elle est aujourd'hui, quand vous avez évidemment une nouvelle puissance nucléaire qui émerge avec un régime dont on ne connaît pas grand-chose, dont les gens doutent de la sincérité évidemment, dont on ne sait pas ce qu'elle va faire, il y a de quoi être inquiet. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, il est difficile d'affirmer qu'on est au bord de la Troisième Guerre mondiale. On peut se poser la question, on peut réfléchir et on peut deviser sur la question. Maintenant, si on regarde objectivement, la Corée du Nord a le nucléaire non pas pour attaquer en premier ses voisins ou les États-Unis, et de notre côté, les États-Unis, on le sait bien, ont bien évalué le risque d'une attaque militaire, nucléaire ou pas, sur le territoire nord-coréen. Ça provoquerait une guerre régionale énorme, mais des massacres et une apocalypse monstrueuse. Vous avez des économies très développées, vous avez des millions d'habitants qui habitent là, vous avez aussi 150 000 Américains et leurs familles qui sont en Corée du Sud, vous en avez autant au Japon. Donc tout ça mis dans la balance doit amener à un petit peu plus, je dirais, de sang-froid vis-à-vis des possibilités et des scénarios. On peut évoquer plusieurs scénarios, dont certains sont catastrophiques, mais il y a aussi des scénarios très délicats et moins
facile à envisager, mais il faut que la diplomatie reprenne ses droits, mais il va falloir que les rapprochements se fassent et ça va prendre un certain temps vu que la confiance n'est pas rétablie entre tous les acteurs de la région. Donc restons, ayant encore du sang-froid, ne jetons pas de l'huile sur le feu, nous commentateurs ou experts de l'extérieur, essayons d'expliquer aux auditeurs ce qui se passe là-bas pour qu'on ait les éléments pour comprendre et ne pas réagir émotionnellement, évidemment, ce que je peux comprendre, mais il faut quand même regarder les choses. C'est inquiétant, mais il y a aussi des acteurs qui ne tiennent absolument pas à ce que les choses explosent. Et bien voilà, merci beaucoup Dorian Malovic. Je rappelle merci à vous. Vous êtes journaliste, donc chef du service Asie au quotidien La Croix, et puis surtout, la Corée du Nord en sans question, avec Juliette Morillo aux éditions Talendier, où vous déjouez finalement un certain nombre d'analyses que l'on peut entendre un peu partout. Merci à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici Londres, London Calling avec Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour. Kensington Palace a officialisé ce lundi matin 4 septembre la 3e grossesse de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, provoquant une onde surprise à travers le monde. Après la naissance de George et de Charlotte, Kate Middleton et le prince William attendent leur troisième Royal Baby qui prendra la place du numéro 5 dans l'ordre de succession à la couronne britannique. Alexander, est-ce que ce 3e bébé était attendu ? C'était plutôt attendu parce que quand le couple royal sont allés en Pologne, il y avait des journalistes qui ont demandé à la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, si elle était enceinte et elle a donné des signes qu'elle attendait un enfant, un 3e enfant. Et j'aimerais juste ajouter que quand le prince William est allé à Singapour il y a quelque temps, des journalistes lui ont posé la question combien d'enfants il voulait. Il lui a répondu 2. Donc c'est une grande surprise qu'on a reçue hier. Alexander, comment ont réagi les Britanniques et la presse ? Les Britanniques sont très heureux parce que, comme vous savez, on a eu une année difficile en Angleterre avec les attentats et les négociations du Brexit. Donc la famille royale donne beaucoup de joie, surtout la famille royale, la nouvelle génération avec Kate Middleton, le prince William et leurs 2 enfants pour l'instant. Et donc, ils nous donnent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et la presse aussi sont heureuses. Le Daily Mail, par exemple, ce matin, sur leur une, c'était marqué « On attend avec impatience la naissance du 3e Royal Baby ». Alors quel sera justement l'agenda de Kate Middleton, Alexander ? J'imagine qu'il va être réduit au cours de ces prochains mois. Oui, parce que son état de santé nécessite des soins au palais de Kensington, où elle réside. Et donc, c'est la contrainte hier d'annuler une visite programmée donc lundi dans un centre familial de Londres. Et où d'ailleurs elle devait s'entretenir au sujet de la santé mentale périnatale. Et donc voilà, elle doit réduire ses déplacements. Et c'est la 3e fois qu'elle souffre de ces hyperémèses gavidiques. C'est une forme de sérieux vomissement et de nausée. Et donc, elle les a eues pendant la grossesse de George et pendant la grossesse avec la princesse Charlotte. Alors oui. Donc, elle se repose pour l'instant. D'accord. Alors, quand est-ce qu'on pourra justement prévoir la naissance ? Aucune dépêche ne nous indique la date exacte ou le mois exact de la naissance du futur enfant, du futur Royal Baby. Non, c'est bizarre, mais selon le Evening Standard, un journal anglais, le Royal Baby pourrait être né au printemps, vers mars-avril 2018. Donc tout le monde attend avec impatience.
Alors, je le disais en début de chronique, ce Royal Baby, ce troisième Royal Baby, prendra la place du numéro 5 dans l'ordre de succession à la couronne britannique, hein, c'est bien cela. Oui, exactement, parce que d'abord, c'est Charles en premier, puis William, puis George, Charlotte, et puis ce Royal Baby. Et on ne sait pas s'il sera bien sûr une fille ou un garçon, mais il y a les bookmakers, comme vous savez en Angleterre, sont très populaires. Ils parient déjà sur le prénom du nouveau Royal Baby. Alors, quelles sont les statistiques ? Donc, si c'est un garçon, ça pourrait être Arthur ou Henry. Et si c'est une fille, ça pourrait être Victoria. Très bien. Donc, on verra bien. On reste sur des prénoms bien britanniques, Alexander. Exactement, et bien dans la tradition de la famille royale, en fait. Et c'est ce que veulent les Britanniques et le peuple britannique. Merci beaucoup, Alexander, pour Avec plaisir. cette chronique ici Londres, donc que l'on retrouve la semaine prochaine sur C'est l'Info. Controverse. Controverse à présent avec Mickey Monstre. Bonjour Mickey. Bonjour. Et L'Oréal, cette semaine, se sépare d'un mannequin trans après des propos polémiques. Expliquez-nous. Alors, il y a quelques jours, un événement cocasse et plein de surprises s'est passé chez L'Oréal. Un transsexuel métis, Munro Bergdorf, britannique de 33 ans, qui devait être le nouveau visage de la diversité pour la marque, a été viré. Et je l'écris au masculin pour nos auditeurs. Alors, que s'est-il réellement passé ? Pourquoi cette personne choisie, IE, par la marque pour son activisme contre le sexisme, le racisme, le patriarcat et peut-être aussi pour son végétarisme, qui va de pair avec toutes ces luttes à la mode, s'est-elle vue montrer la porte ? Oui, Mickey, expliquez-nous. À cause de déclarations sur Facebook, qui faisaient partie de 2 textes lisibles par tous et bien évidemment contradictoires, suite aux événements très mal couverts par nos médias de Charlottesville, qui affirmait que tous les Blancs sont racistes. Sa mère est blanche, ce qui rend la déclaration encore plus savoureuse, et que le racisme était, excusez du peu, une structure sociale dont tous les Blancs, même nos amis SDF qui crèvent de froid et de faim dans les rues de nos villes, sans AMU, profitent, car ce système les avantage, et que les Blancs qui se sentent insultés ne doivent pas prendre ces propos comme s'ils leur étaient adressés personnellement. Et si par malheur ils le faisaient, ils tendraient juste à prouver qu'ils sont une partie du problème et non pas une partie de la solution, mais au contraire, doivent travailler d'arrache-pied pour que la société fasse des ponts d'or à tout ce qui n'est pas eux et offre à ces gens, sans même que l'on prenne en compte leurs mérites, les meilleures places qui leur reviennent de droit. Amis dialecticiens et théoriciens du logos, ne vous étouffez pas de rire, tout cela est parfaitement logique et puissamment raisonné. Jean Cocteau a un jour écrit « Le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser ». On y est. Munro ne voit pas qu'il est l'expression de cette diversité absconse et qu'il n'a obtenu son rôle de modèle que parce qu'il est ce qu'elle est, et pas à cause d'une beauté supérieure que l'on recherche sur ce visage déformé par la chirurgie esthétique pour en effacer péniblement toute trace de masculinité pourtant encore visible. Alors, dans quel journal ces déclarations sont-elles publiées ? Ces déclarations ont été publiées dans le Daily Mail, apparemment vendues par une main anonyme et jalouse qui voulait du mal à notre passionnariat. Un classique. Peut-être une femme qui se pensait homme et qui n'aurait pas supporté le sexisme de la décision de prendre comme visage de la campagne sur la diversité un homme, même si celui-ci se pense femme. Si vous n'y comprenez rien, c'est que vous n'êtes pas encore rentré dans la modernité, où certains hommes sont des femmes, qui représentent pourtant toutes les femmes, qui sont encore des femmes, et où certaines femmes sont des hommes, qui pourtant représentent tous les hommes, qui sont encore des hommes. Essayez tout de même de faire un effort, car tout cela est tout à fait logique et sensé. Alors, quelle a été finalement la sanction, Mickey, de L'Oréal ? La sanction de L'Oréal, annoncée sur sa page Facebook, ne s'est pas fait attendre. Et la marque s'est séparée avant même le début de la campagne, avec effet immédiat, du mannequin transsexuel un peu trop bavard et sûr de lui, qui croyait pouvoir aller encore plus loin dans son activisme. La raison,
les propos du mannequin transsexuel dénotent en regard des valeurs de L'Oréal. L'Oréal considère les propos de l'activiste comme étant des propos racistes, anti-blancs. Ouais, que fait-elle depuis son licenciement ? Depuis, le modèle fait le tour des radios et des télés pour expliquer ses malheurs, pour expliquer comment le grand méchant Monsieur Blanc de L'Oréal a viré le petit activiste sans mêler, alors qu'il ne faisait que décrire les rouages d'une société forcément raciste, car faite par des Blancs, pour des Blancs, depuis des centaines d'années. Munro oublie-t-il qu'aujourd'hui, des acteurs noirs jouent les rôles Juliette et les Capulet dans Still Star-Crossed, une série très moyenne américaine. Et oui, c'est possible, mais pas suffisant pour notre golem qui parle du Royaume-Uni des années 60-70 alors que nous sommes en 2017 et qui avoue sans honte vouloir la place de ses maîtres. Mais ces maîtres résistent pour l'instant. Oui, mais alors il résiste pour combien de temps ? Je ne le sais pas, mais il me semble que nous assistons à un retournement au sein de nos élites cosmopolites, immigrationnistes, européistes, mondialistes et capitalistes. Serait-il en train de se rendre compte que trop de tolérance tue la tolérance et que la construction de cette société multiculturelle, si chère à leurs yeux, est une chimère qui, à terme, leur fera perdre leur position dominante, voire leur tête, comme bon nombre de nobles pendant la Révolution de 1789. Encore une fois, les médias font leur une avec des luttes qui ne sont que des impostures. Le féminisme, les droits homosexuels et la racialisation des luttes sociales. Cela prend beaucoup de place, beaucoup trop de place, et cela représente finalement très peu de personnes comparé à masse de millions de salariés qui va être frappés très prochainement de plein fouet par les ordonnances scélérates qui vont casser le droit du travail à la française en nous faisant croire que la possibilité de virer facilement va créer de l'emploi. Sophisme et manipulation. En attendant la Troisième Guerre mondiale, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Et bien voilà, Mickey Monstre, qui était avec nous cette semaine dans C'est l'info. À la semaine prochaine, Mickey Monstre. L'actualité des médias. Un œil sur les médias, toute l'actualité des médias, c'est tout de suite, et c'est avec Franck que ça se passe. À la une de l'actu média cette semaine, c'est bien sûr la rentrée qui se poursuivait sur nos chaînes de télé, et c'était surtout à l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix à la tête du 20h de France 2 qui était très fortement attendue. Alors pourquoi ? Déjà nouveau visage, surtout le contexte, je rappelle, David Pujadas après 16 ans de JT évincé du jour au lendemain, et Anne-Sophie Lapix qui est arrivée sur les écrans avec un tout nouveau décor, et également une mise à jour du générique réalisée grâce à l'orchestre de Bordeaux. Et bien Anne-Sophie Lapix, pour son premier jour, elle a réussi une belle performance, à savoir battre la principale concurrence, à savoir TF1, avec 5,79 millions de téléspectateurs pour le premier JT face à Gilles Boulot qui a réuni quant à lui 5,64 millions de téléspectateurs. Mais dès le lendemain, TF1 a repris le leadership avec 5,37 millions de téléspectateurs contre 4,93 pour la chaîne publique. Voilà déjà pour la guerre des JT. Mais il y avait également une autre guerre qui se mettait en place, à savoir celle de Canal+ pour reprendre un petit peu de part d'audience. On se rappelle la fin catastrophique du grand journal de Canal+, qui est animé par Victor Robert. Et bien, c'était donc Yves Calvi qui avait pris le relais avec maintenant une nouvelle émission, L'info du vrai. Alors, en soi, le décor, il est neuf, mais il y a un petit peu de similitude avec son ancienne émission sur France 5, C'est dans l'air. Il faut dire que l'émission est produite par Jérôme Bellé, le producteur, l'ancien producteur même, de C'est dans l'air, et B. Yves Calvi. Il n'a pas réussi à faire super bon, même David Pujadas, qui était à la même heure sur LCI, a réussi à le talonner, et avec très très peu d'écart. À voir maintenant comment tout cela va être corrigé, mais en tout cas c'est la fin d'une bonne période pour Canal+, après Nulle part ailleurs, après le grand journal. Maintenant la déconne c'est terminé sur Canal+, maintenant c'est de l'info, du sérieux, et pas beaucoup d'esprit canal. Mais bon,
Après, on va toujours parler de Canal, mais cette fois-ci d'ITélé et de CNews avec Jean-Marc Morandini. Il faisait son grand retour à l'antenne cette semaine. Jean-Marc Morandini qui présente donc Morandini Live, produit dans les locaux de Non-Stop People. Il faut rappeler que les journalistes de CNews, ex-ITélé, avaient fait grève pendant plusieurs semaines pour demander la mise en retrait de Jean-Marc Morandini après sa mise en examen. Et les journalistes de CNews n'ont pas souhaité collaborer à cette émission. C'est pour cela que l'émission est produite par Non-Stop People et diffusée au même moment sur CNews et Non-Stop People. C'est la première fois à se targuer Jean-Marc Morandini qu'une chaîne d'info s'allie à une chaîne d'info People. On se demande bien pourquoi c'est la première fois. Mais en tout cas, Jean-Marc Morandini a réuni quand même 80 000 téléspectateurs selon Médiamétrie lors de sa première émission. Cela représente environ 1,6% des téléspectateurs à cette heure-là sur leur écran entre 11h et midi. Et puis bien sûr, le duel du prime time, à savoir en tête cette semaine, c'était N'oubliez pas les paroles avec 3,26 millions de téléspectateurs. Après, en deuxième, c'est le 19-22 France 3 qui réunissait 3 millions de téléspectateurs. En troisième, le soap opéra de TF1 Demain nous appartient avec 2,89% de téléspectateurs. En quatrième, les rois du gâteau. Et c'est surtout après que ça va devenir intéressant, à savoir le match des talk shows. Quotidien touche pas à mon poste, c'est à vous. Qui est arrivé en tête lundi, c'était Quotidien avec 1,55 millions de téléspectateurs. En deuxième, c'était touche pas à mon poste avec 1,35 millions. Et puis ensuite, c'est à vous, animé par Anne-Elisabeth Lemoine avec 788 1000 téléspectateurs. Après Secret Story, le débrief, l'info du vrai et le Mad Mag arrive en bas de classement avec 69 000 téléspectateurs à peine. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur la rentrée et les audiences pour se donner un petit peu un ordre d'idée sur la situation médiatique cette semaine. On va passer à autre chose maintenant. On va parler du service public radiophonique, à savoir notamment France Inter, qui était en grève ce jeudi. Alors pourquoi ? Sur le site internet, la station explique qu'en raison d'un appel à la grève de la part d'une organisation syndicale portant sur la reconnaissance des tâches spécifiques effectuées par les équipes techniques des pôles production élaborée pour France Inter et France Culture, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Notamment, c'est Nicolas Demorand qui a été touché et Léa Salamé qui n'ont pas pu être diffusés par la station jeudi matin. Voilà donc pour France Inter. On va passer maintenant un petit peu sur le web maintenant avec Ariel Wiesman qui arrive sur Vice, c'est ce média sur Internet qui publie donc des contenus notamment vidéo et donc il est nommé directeur du contenu créatif de Vice France. Notamment il aura également à ses côtés Reza Poniwachi. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, il était journaliste dans le tube de Canal+. Il est nommé directeur de production vidéo. Ariel Wiesman que vous pouvez également retrouver dans l'émission de Daphné Burki sur Europe 1. Voilà pour le web. Un mot maintenant de presse avec l'info assez importante quand même au niveau de la presse. C'est Closer qui a été condamné à 100 000 euros. Pourquoi ? Car Closer avait publié il y a quelques années déjà des photos de Kate Middleton seins nus. Eh bien, le tribunal a décidé de condamner le journal avec la directrice de la rédaction et le directeur de la publication qui ont chacun reçu la peine maximale de 45 000 euros d'amende. En 2012, la princesse avait porté plainte pour atteinte à la vie privée. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire sur Actu Média. Un dernier mot quand même sur les grands prix des médias qui étaient remis par CB News cette semaine. Rapidement, le palmarès, le grand prix est remis au groupe Figaro. Le coup de cœur du jury, c'est pour Oscar Rose Magazine. La meilleure émission radio, le prix, c'est pour Plus près de toi, la matinale de Radio Nova. Une mention particulière pour l'invité de RTL, Elisabeth Martichoux. La meilleure émission TV, c'est Quotidien sur TMC. La meilleure fiction TV, 10% sur France 2. La meilleure émission sportive, le prix n'a pas été attribué, mais une mention spéciale pour le dispositif de l'Euro 2016 de M6. Le meilleur titre de presse quotidien, c'est pour le Journal du Dimanche. La meilleure station de radio, RTL. La meilleure chaîne de TV, M6. Le meilleur titre de presse magazine, le prix, c'est pour Flo. La mention, c'est pour le 1. Et le meilleur programme ou support multi-écran, c'est pour Jean-Jacques Bourdin avec son Bourdin direct sur BFM TV, RMC Découverte et RMC. La meilleure plateforme
plateforme digitale brute. La meilleure plateforme digitale de divertissement, c'est pour Arte.tv, une mention pour Molotov. Le coup de com' opération spéciale, c'est pour Amen, l'intelligence numérique pontificale sur Canal+. Enfin, en tout cas, beaucoup de prix ont été remis ce soir-là. Le palmarès complet, plutôt, c'est à retrouver sur le site de CB News, cbnews.fr. Et c'est tout pour l'œil sur les médias. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Franck pour votre chronique. Et Franck, vous avez également pu cette semaine rencontrer Tony Estanguet à Pau. Avec lui, vous avez notamment parlé Jeux Olympiques. On écoute. Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci de nous accueillir ici dans ton stade d'eau vive, j'ai envie de dire, toi qui l'as vu grandir. Justement, à la fin du mois de septembre, tu accueilles, enfin vous recevez à Pau les championnats du monde de canoë-kayak. J'imagine que c'est un peu une fierté. Ouais, c'est une fierté, c'est un vrai plaisir effectivement d'accueillir ce championnat du monde. Ça fait tellement longtemps qu'on attend cela. C'est un stade d'eau vive qui a tout pour réussir un grand championnat du monde. J'ai participé à quelques championnats du monde et je suis sûr que celui-là il peut être magique, il peut être unique. On a un très bel équipement et on a aussi de grands champions, de grands athlètes. 65 nations, 500 athlètes des 5 continents viendront disputer ici les 16 titres de champion du monde. Donc voilà, on a hâte, on est à quelques jours de l'ouverture et ça va être formidable. Bon, et puis est-ce que toi qui connais un petit peu ce parcours, est-ce que tu peux le décrire un petit peu? Quelle sensation on a? Ouais, je crois que la magie de ce stade d'eau vive, c'est qu'il est vraiment connecté à la nature. On se coupe complètement du centre-ville alors qu'on est à quelques pas du centre-ville et on a tout de suite des sensations d'immersion dans la nature avec un courant qui va très vite et puis des remous qui sont assez imprévisibles avec beaucoup d'incertitudes et c'est ce qui fait la difficulté et l'enjeu de cette compétition, c'est que ce sera difficile de faire des pronostics à l'avance. Bon, il y a un autre événement qui est attendu dans quelques jours, c'est bien sûr l'attribution des Jeux Olympiques 2024. On est quasiment sûr que c'est pour Paris. Est-ce que là, maintenant qu'on arrive vers la fin de la mise en place de ce projet, il n'y a pas un peu de soulagement qui arrive? Ouais, c'est sûr qu'il y a une grande satisfaction parce qu'on sent qu'on a réussi notre coup, on sent que ça a été vraiment une aventure incroyable et une victoire historique. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été dans ce pays. Et voilà, c'est une grande fierté parce que voilà, de voir la France gagner, s'imposer face aux plus grandes nations du monde, pour nous c'est une vraie chance, une vraie réussite. Et là aussi, je pense que la France a tout pour réussir des Jeux extraordinaires. Bon, et donc du coup, l'attribution c'est fait, la Coupe du Monde, les championnats du monde ici c'est fait. Quels sont tes prochains projets? Mes prochains projets, c'est maintenant de délivrer. Voilà, on veut vraiment réussir cette organisation ici à Pau. Ce sera le premier événement mondial que la France accueillera post-annonce des Jeux de 2024. Donc on veut montrer cette expertise en matière d'organisation d'événements ici à Pau. Et puis derrière, bien évidemment, il faudra organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et là, il y a beaucoup de travail en perspective. Merci beaucoup Tony. Merci. Fondamentalement Sport, votre chronique sur C'est l'info qui s'organise autour du sport, du business et des enjeux sociaux. Raphaël Redon, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Fondamentalement Sport, votre émission business sport, politique sport. Vous en avez déjà l'habitude après l'émission de la semaine dernière où nous avions évoqué le mercato. Et bien cette semaine j'avais envie de vous parler, donc de sortir un peu du foot, même si on va y rester, mais d'évoquer un peu plus l'argent dans le sport. Alors la semaine dernière, on y est passé brièvement. Forcément, en parlant du mercato, on parle d'argent, mais on avait plus évoqué la façon dont ça s'était fait et comment ce mercato du football avait évolué au cours de ces dernières années. Et bien là, j'avais envie d'évoquer un peu la notion d'argent dans le sport. Parce qu'on parle beaucoup de ça, mais sans vraiment savoir à quoi ça ressemble et à quoi ça se lie vraiment. Alors déjà, l'argent dans le sport, c'est quand même quelque chose d'assez présent. C'est un peu, ça représente une bonne part du sport, entre 25 et 50% selon les sports. Environ, c'est pour donner des chiffres globaux. Mais si on s'y attarde un peu plus près, l'argent dans le sport, c'est mis en avant par des acteurs financiers, publics ou privés. Ça, faut bien le voir. Alors, quand on parle de foot, par exemple, et qu'on parle de mercato, comme la semaine dernière, on parle d'acteurs privés qui viennent se lier à ça et qui viennent acheter en mettant des dividendes dans les clubs, de telle sorte à recevoir des bénéfices, mais surtout à enrichir ce club d'un argent qui vient d'un organisme privé. Après, il y a des organismes publics,
comme des sociétés qui mettent de l'argent, mais également les clubs qui cèdent de partenariats, qui sont privés, même publics. Ça peut venir de chaînes de télévision, voilà, de différentes choses. Mais les plus grosses sommes sont investies de façon logique par des acteurs privés qui viennent surenchérir de telle sorte à pouvoir amener le club dans des dimensions un peu plus hautes. Alors quand on parle du foot, voilà, c'est logique, l'argent dans le foot c'est énorme, c'est une énorme part, et ça depuis quand même pas mal d'années. Après, il y a d'autres sports. Si on descend un peu, on passe du foot au rugby. Le rugby, c'est le deuxième sport national en France. On prend l'exemple de la France. On essaiera d'élargir un peu au niveau mondial un peu après. Au niveau du rugby, c'est différent. Le rugby, on peut dire qu'ils sont sur une échelle ascendante, bien sûr. Le rugby, c'est encore un sport à l'échelle du foot encore jeune, on va dire. Il s'est devenu professionnel qu'au début des années 2000. Et ça fait la différence, puisque encore il y a quelques années au rugby, on parlait pas de millions, on parlait seulement de milliers. Et c'était déjà énorme. Mais là, de plus en plus, cela évolue. Et on s'inspire vraiment du foot, mais également de sports comme la Formule 1, le golf, pour mettre en place des partenariats. Récemment, qu'est-ce qui peut mis en avant, pardon, c'est le partenariat qui a été mis avec l'Altrad. Altrad, c'est le nom d'un riche propriétaire qui a réussi grâce à sa société, et il a voulu mettre un partenariat en place avec la fédération française, et notamment Bernard Laporte au rugby. Mais ça lui a été d'ailleurs critiqué, et Bernard Laporte a été obligé de mettre fin à ce partenariat. Mais Altrad est également le propriétaire du Montpellier Hérault Rugby. Donc voilà, il y a aussi Mourad Boudjelal qui a investi au niveau de Toulon, et plein d'investisseurs privés, que ce soit des marques ou des personnes, des groupes qui ont investi dans ce rugby moderne, et qui commence à se développer et à devenir voilà un vrai sport d'argent. Alors c'est toute proportion gardée par rapport au foot, bien entendu, mais tout de même, en France, quand on parle du deuxième sport national, le rugby, on est bien obligé de se dire que voilà, l'argent se développe à une vitesse disproportionnée. Et au rugby, on peut y lier un peu le handball. Le handball, on va dire que c'est ces trois sports collectifs, les trois sports les plus populaires en France. Enfin, ça le devient de plus en plus, le handball, notamment grâce aux résultats de l'équipe de France. Mais ceci dit, voilà, le premier exemple, c'est celui du PSG. Le PSG, les Qataris ont racheté le PSG au foot, mais ont aussi racheté dans la foulée le PSG au handball, et y ont investi une grosse somme d'argent qui leur a permis d'acheter les meilleurs joueurs au monde, et ainsi de rivaliser sur la scène européenne avec les meilleurs clubs que sont Barcelone, Kiel, les meilleurs clubs de handball historiquement. Et cette équipe du PSG, voilà, maintenant peut rivaliser grâce à ces investissements du Qatar. Et donc le handball prend également une nouvelle dimension. Après, les clubs qui gravitent autour, historiques, Chambéry, Montpellier, Nantes, ont un peu plus de mal à rivaliser financièrement, même si sur les performances, ça reste quelque chose de très correct. Et tous les ans, ils rivalisent notamment en Coupe d'Europe et même en championnat avec le PSG. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu trop individualisé. Alors contrairement au foot, il y a eu beaucoup d'investisseurs avec les Russes à Monaco, les Chinois à Lyon. Mais après, c'est compliqué. J'avais dit qu'on éviterait de parler un peu de foot, on va essayer de parler des autres. Donc voilà, rugby, handball. Et puis après, il y a les sports en France moins médiatisés, mais qui, à contrario, sont déjà un peu, entre guillemets, envahis par l'argent et marchent déjà au financier, au modèle financier. Le business sport est déjà présent dans ces sports. Je peux donner 3 exemples, j'en ai parlé brièvement juste avant. La Formule 1, le golf, les sports de combat, mais surtout la boxe. Ces 3 sports sont des sports un peu en France qui sortent du lot, un peu des ovnis, on va dire, parce que bon, forcément, nous Français, le sport national c'est le foot, derrière t'as le rugby, le hand, un peu le tennis beaucoup même, mais après le schéma financier au tennis est quand même bien différent. Mais ces 3 sports là, Formule 1, golf et boxe, sont un peu des ovnis dans ce monde, parce que nous en France c'est moins développé, il y a quand même beaucoup d'argent, mais quand on part aux États-Unis, j'avais dit que j'élargirais au niveau international, et c'est le cas de le faire. C'est des sports qui ont voilà une place très importante. À la fois la Formule 1 c'est mondial, mais aujourd'hui c'est détenu par des groupes privés. C'est quand même un sport extrêmement fermé. On le voit encore récemment avec l'arrivée de jeunes coureurs pilotes de 18 ans qui n'ont jamais rien fait, mais qui voilà sont dans une bulle financière tellement énorme, ils ne maîtrisent plus rien. Et c'est papa, fils d'eux qui payent l'argent et qui leur permettent d'entrer dans ce schéma de la Formule 1. Donc voilà, déjà en France c'est un sport à part, même si on a des bons Français, Romain Grosjean, Esteban Ocon. On peut regretter, voilà, on a paix à son âme, Jules Bianchi, décédé
il y a 2 ans, qui était un formidable prodige à l'image de Esteban Ocon, aujourd'hui jeune français de 19 ans qui réalise des performances exceptionnelles, qui réalise avec les meilleurs. Mais l'exemple le plus phare, c'est Max Verstappen, 18 ans, 19 ans maintenant je crois, qui avait à peine son permis quand il est rentré en Formule 1 et qui était déjà acclamé comme le génie. Mais il y a eu beaucoup de spéculations autour de la Formule 1, qui est un sport qui a pris une nouvelle dimension, et on parle de plus de business sport maintenant avec la Formule 1 parce que voilà, c'est passé sur Canal+ en France, on voit l'exemple, c'est plus du tout public comme les gens pouvaient la regarder sur TF1 il y a encore une dizaine d'années de ça. Et la Formule 1 c'est autre part quoi. Après il y a le golf. Le golf c'est un peu plus comme le tennis puisque ça dépend beaucoup des prize money, des victoires dans les grands tournois, tout ça qui rapporte beaucoup d'argent. Mais le golf, encore une fois, voilà, c'est avec le tennis et les prize money ont enflé au cours de ces dernières années. Avant on parlait même pas de millions dans la victoire d'un grand tournoi. Maintenant ça se rapporte à des millions. Ils ont plus que doublé, triplé à l'époque de Tiger Woods. Déjà c'était déjà très élevé, mais aujourd'hui un jeune de 18-19 ans comme Spieth qui performe déjà dès qu'il arrive a de quoi mettre à l'abri sa famille pour plusieurs années parce que les prize money ont enflé, et avec les sponsors, les contrats par les grandes marques de sport, Nike, Adidas bien sûr, on va toutes les citer du coup, Puma, tout ça, eh bien ça permet de quand on additionne le tout, ça donne un résultat pharaonique pour ces jeunes compétiteurs, mais plus ou moins jeunes, puisque voilà, Tiger Woods gagne encore très bien sa vie grâce aux sponsors. Après voilà, je parlais de la boxe, j'aurais pu mettre également le basket, ça c'est un peu la même chose, puisque avec les contrats, on parle de LeBron James qui a signé un contrat à 1 milliard d'euros avec de 1 milliard d'euros avec Nike et son club de Cleveland. Voilà, c'est un contrat à vie, mais c'est voilà, encore une fois, c'est au-delà des primes, des salaires, c'est quand même quelque chose d'énorme, et ça prend on va dire 50-60% de leur revenus. Et puis la boxe, j'en parlais, c'est un sport aussi qui a beaucoup évolué, mais qui est déjà très énormément développé aux États-Unis. C'est un sport de combat hyper important. On voit avec le catch, qui est un peu un autre style de boxe entre guillemets, enfin de sport de combat, et c'est plus du show, du spectacle maintenant. On voit la majorité des grands boxeurs sont américains, et ça montre, ça illustre le tout. On peut également parler de l'exemple du combat du siècle qui a eu lieu il y a maintenant 2 ou 3 ans, je sais plus, entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, qui avait rapporté qui avait permis à ces boxeurs d'engranger 300 millions d'euros, vous imaginez. Et rien que ça, ont permis à Floyd Mayweather, et lui il en avait plus de 200 sur les 300, de devenir le sportif le mieux payé. Donc en un combat, il a dépassé des sportifs comme Michael Phelps, comme Tiger Woods, comme LeBron James, en devenant Roger Federer, Rafa Nadal, le sportif le mieux payé en un seul combat. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire et qui sort un peu du lot. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite chronique. J'avais envie d'illustrer, que ce soit au niveau français, au niveau des sports nationaux, plus ou moins développés en France, mais aussi aux États-Unis, et de cet argent dans le sport qui se développe énormément à des rythmes différents, notamment nous en France, où le foot a été rapidement très développé au niveau financier, et qui amène un peu dans son inspiration des sports comme le rugby ou comme le handball. Mais aujourd'hui, voilà, l'argent c'est une immense part. Mais c'est important aussi d'en parler pour essayer de mieux comprendre. Après, on pourrait débattre pendant des heures, étant donné de la complexité du sujet. Mais je trouvais ça important que je puisse moi aussi en parler et un peu vous donner ma vision des choses. Donc voilà pour cette petite chronique fondamentalement sport de la journée. On se retrouvera bientôt très vite avec de nouvelles émissions. On évoquera bientôt, je pense, sur une émission spéciale Jeux Olympiques qui va rentrer totalement dans les clous avec la désignation normalement de la ville olympique pour 2024. C'est même pratiquement sûr, ce sera Paris, et j'aimerais vous faire une émission spéciale, donc elle arrivera, et puis on continuera sur cette lancée du business sport au niveau politique, financier, social. Donc voilà pour cette émission, c'est un plaisir de vous la présenter, et puis on se dit à très bientôt. Allez, salut à tous. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud.
c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à la préparer cette semaine et à tous les intervenants de cette émission. Nous nous retrouvons bien évidemment sur votre radio ou en podcast la semaine prochaine sur le www.c-l'info.fr. Belle semaine à tous et à très vite.